Coucou mes très chers auditeurs, j'espère que vous vous portez au mieux, du moins dans la mesure du possible actuellement. Nous vivons un moment tristement historique et je ne pouvais dans ces conditions conserver le format actuel du podcast. C'est pourquoi j'ouvre une série spéciale, et oui, encore une, relative à votre ressenti sur le confinement, sur le pire de ce dernier, mais surtout sur le meilleur car cela reste quelques grammes de bonheur. Allez, c'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Dominique, 44 ans, qui est infirmier anesthésiste et qui vit à Tremblay en France. Bonjour Dominique. Bonjour, ça va ? Ça va, merci, et toi ? Très bien, ça va. Oui, surtout qu'il y a le soleil aujourd'hui. Il y a le soleil, et puis les températures augmentent. Donc... Oui, c'est clair. Tu habites à Tremblay en France, connais-tu le gentilé Les Tremblaysiens. Les Tremblaysiens. Exactement. C'est original, j'espère qu'on ne tremble pas en vous rencontrant. Non, pas du tout, parce que Tremblay en France, anciennement Tremblay-les-Gonesse, est une ville très charmante. C'est la commune la plus vaste du 93, parce que quand même, elle s'étend vraiment beaucoup sur 93, et quand même, il y a presque un peu plus d'un tiers qui est quand même occupé, il faut le savoir, par les pistes de l'aéroport Charles de Gaulle. D'accord. Voilà, mais c'est une ville très très verte, avec beaucoup de bois. C'est une ancienne ville marécageuse. Et voilà, mais du coup, on a quand même, c'est une ville très dynamique, vraiment tournée vers la jeunesse, avec beaucoup d'équipements sportifs et culturels. Et c'est une ville où il fait bon vivre. Merci, ça donne énormément envie d'y aller. Du coup, je suis même tentée d'envoyer l'épisode au maire de la ville pour qu'il voit combien ses concitoyens vendent cette ville. Il faut. Surtout qu'on a le même maire depuis 1989, alors sans faire de politique, mais je pense que c'est un très bon maire pour la ville, qui a su s'occuper correctement de la ville et voilà. Ah oui, 1989, effectivement, s'il est réélu depuis cette date, c'est que ça doit être un très bon maire. Merci pour ce point de culture. Tu es infirmier anesthésiste, en quoi est-ce que ce métier consiste exactement ? Alors avant d'être infirmier anesthésiste, il faut passer par les études d'infirmière, travailler comme infirmier minimum 2 ans, repasser un concours, et du coup repartir en formation pendant 2 ans pour obtenir un diplôme d'État et un master de sciences pour exercer la profession d'infirmier anesthésiste. Alors l'infirmier anesthésiste, c'est une prérogative professionnelle. En fait, on assiste le médecin anesthésiste réanimateur au bloc opératoire pour l'anesthésie des patients qui doivent subir une chirurgie. Donc on gère tout ce qui est un coma artificiel, ventilation, puisque du coup les patients sont branchés sur des machines, et puis c'est nous qui nous occupons de la douleur, du risque infectieux, et tout un tas de risques qui sont liés à l'épisode chirurgical. Et l'infirmier anesthésiste aussi a d'autres prérogatives, c'est qu'il a dans sa formation, il a aussi beaucoup d'apports sur l'urgence et la réanimation, donc du coup, on trouve des infirmiers anesthésistes dans certains SAMU de la région parisienne ou de France. Mais c'est surtout en région parisienne qu'on les trouve. Et moi, c'est mon cas. Je travaille et au bloc opératoire et au SAMU. Écoute, c'était très concis. Si jamais tu songes à changer de voie, tu devrais devenir formateur parce que tu as une certaine pédagogie, une manière très claire d'expliquer les choses et très intéressante qui donne envie d'en savoir plus. Merci. Ah bon, c'est très gentil, c'est très gentil. c'est un peu ce que je fais déjà là. Je fais d'autres formations pour être justement formateur dans les gestes d'urgence, dans plein d'autres choses. Ah, bah voilà, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Je pense qu'il y a une certaine vocation derrière. Donc, si j'ai bien compris, tu as d'abord été infirmier, puis infirmier anesthésiste. Est-ce que, même si tu l'as voulu, tu aimes maintenant ce nouveau statut ou tu le regrettes ou pas du tout ? Non, aucun regret. Si c'est à refaire, je le referai les yeux fermés. Voilà, c'est ce que je voulais. J'ai encore d'autres projets professionnels, mais qui restent toujours dans le même domaine. Et donc, il y a vraiment aucun regret de ma part. Et quel que soit l'épisode actuel qu'on est en train de vivre, et bien au contraire, ça me renforce dans cette idée-là que j'avais de mon métier.
On est en plein dedans justement avec cette période très sombre et le personnel médical entre autres est au cœur de l'actualité, des regards et reviennent à leur vraie place parce que malheureusement il y a eu une actualité un peu négative récemment lorsque le personnel demandait plus de moyens et maintenant aujourd'hui certains s'en mordent les doigts je pense. Donc toi tu es vraiment au cœur de l'actualité si je puis dire. Comment as-tu vécu les premiers jours de confinement, comment ça s'est passé au niveau de personnel, au niveau professionnel, parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux. Pour toi, comment as-tu vécu tous ces événements, tout cet enchaînement ? Alors, c'est vrai que ma position professionnelle de santé fait qu'on anticipe quand même beaucoup les choses. Donc, du coup, on s'était un petit peu, chez moi, avec ma femme et mes enfants, on avait déjà pris certaines prédispositions sur les gestes barrières, sur le fait de se laver les mains, etc., etc. Oui. Et forcément, on a des informations qui arrivent avant le grand public, obligatoirement. Et du coup, le confinement, je savais qu'il arrivait, donc j'avais parlé à ma femme, mes enfants, ma femme qui travaille aussi dans le milieu hospitalier le savait aussi. D'accord. On s'était un peu préparé. Voilà, donc les premiers jours du confinement, du coup, sont passés très très bien. Et on avait un peu fait une organisation, je pense que comme tout le monde, à la maison, en faisant attention à telle chose, et telle chose, et telle chose. Là où ça a un petit peu, du coup, je vais pas dire que ça s'est mal passé, mais qu'il y a eu une petite période où ça allait moins bien, c'est que forcément, c'était ma période de SAMU et j'étais très exposé puisque on commençait à arriver dans des pics de l'épidémie et du coup moi j'ai attrapé le Covid et je suis resté quand même une semaine malade à domicile puis j'ai quand même été hospitalisé parce que mon état respiratoire s'aggravait et je suis resté 2 jours à l'hôpital. Voilà. Ça se passait très très bien parce que on est à 4 à la maison et on a toujours été assez proches dans nos activités, dans ce qu'on peut regarder à la télévision, dans la musique qu'on peut écouter, voilà. Et du fait de l'éclatement de tout ça, par mon hospitalisation, par aussi le fait que mon épouse ait attrapé le Covid, donc elle a dû s'éloigner des enfants. Pour les enfants, ça a été difficile, pour mon épouse aussi, et pour moi qui étais à l'hôpital, bien entendu. Pour que nos auditeurs comprennent bien, lors de ton activité, étant fortement exposé, comme tout le personnel médical actuellement, tu as été contaminé. Au départ, tu étais à domicile parce que ça semblait plus ou moins aller, c'est ça ? Mais ça s'est aggravé pour que tu arrives à l'hospitalisation ? C'est ça en fait, c'est les recommandations, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir un peu tout des signes et puis la fièvre. La fièvre est arrivée pendant mon exercice professionnel, donc l'hôpital où je travaille en Seine-Saint-Denis, moi je travaille à la Vicelle, il y a un service de test pour les soignants et j'ai été testé positif. Donc la recommandation c'est un confinement de 14 jours comme pour tout le monde et au bout de 7 jours une réévaluation de la situation clinique donc la personne atteinte. Voilà, sauf que moi au bout du 7e jour malheureusement j'ai fait pas une forme grave parce que je n'ai pas eu de besoin de réanimation ni d'assistance ventilatoire, j'ai eu besoin d'oxygène, mais mon état s'améliorait pas 7 jours, bien au contraire. Donc, il a fallu aller à l'hôpital, j'ai fait des examens et j'avais une infiltration de Covid dans les poumons, mais qui était quand même mineure par rapport au liquide. Il a fallu traiter ça, avoir de l'oxygène et puis attendre que mon état s'améliore. Durant toute la période où tu étais malade, ton épouse était aussi malade mais n'a pas été hospitalisée, devait gérer les enfants, le stress de toi à l'hôpital et tout ce qui s'ensuit. On a eu cette chance qu'elle ne fasse pas une forme qui l'emmène à une hospitalisation comme moi, parce que c'est difficile à gérer. Il y a plusieurs aspects intéressants dans ce que tu exposes parce que
Déjà, à ceux qui nous écoutent, le Covid, ça reste encore quelque chose de très flou pour la majorité des gens, même pour, je pense, ceux qui sont plongés dans les recherches. Hein. Et voilà. Et ce que tu dis a un côté plus ou moins rassurant, parce qu'on entend beaucoup parler de mort, de décès, mais là, on a le retour de quelqu'un qui a été contaminé, certes qui a été à l'hôpital, mais pas un point aussi grave que d'autres, et de son épouse qui a été contaminée, mais qui n'a pas eu besoin d'aller à l'hôpital. Donc, on peut en sortir, on peut en guérir. Et ça, c'est un côté rassurant. C'est temps très, très anxiogène. Ensuite, j'allais te demander quel était le meilleur côté du confinement pour toi, mais j'ai l'impression... Et le pire, pardon, mais j'ai l'impression que j'ai déjà un début de réponse. Donc, quel a été le pire du confinement pour toi ? C'est ça, c'est cette hospitalisation. Je pouvais m'y attendre, à me dire que je pouvais avoir ce virus, parce que forcément, on étant très exposé. Mais bon, je n'étais pas préparé à devoir quitter mon foyer pour être hospitalisé, même si le personnel a été très très bien, parce que je pense que dans les hôpitaux, le personnel est bien formé, et même si on a mélangé un peu les gens des services, tout est fait pour que les patients soient bien pris en charge. Voilà, donc l'éloignement de mon foyer dans cette période où forcément je sais que eux, psychologiquement, ils me voient partir avec le SAMU, alors que d'habitude c'est mon travail, donc là c'est moins le patient, donc c'est plus difficile pour eux. Les filles ont eu très 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 peur, mon épouse a eu peur, j'ai eu peur parce que je partais et je savais que ma femme n'était pas très bien, et puis j'ai su finalement qu'elle était positive, donc ça a été tout cet éclatement un peu du foyer, de ce stress psychologique que ça a entraîné, et très 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 difficile. C'est vraiment ma pire période du confinement. Oui, surtout en tant que chef de famille, je dois imaginer, toi qui n'es pas là pour les prendre soin d'elle et tout, et du coup, dans ce que j'entends, c'est que tu t'es plus inquiété finalement pour elle et leur inquiétude et leurs conditions de vie que pour toi et ton état. À aucun moment, toi, par contre, tu n'as eu peur pour ta vie, ta santé ? J'ai eu peur, si, j'ai eu peur, parce que du coup, partir à l'hôpital, et puis forcément, en étant soignant et du coup être très au courant de ce qui se passe. Mais arrivé à l'hôpital, premièrement, je me suis dit, de toute façon, tu fais une forme un peu plus ou moins grave, mais il y a des médecins, il y a des gens qui sont là pour s'occuper de toi, et les gens, de manière générale, travaillent très très bien. Et puis, la deuxième chose, mais ça c'est plutôt personnel, c'est que j'ai la foi, et je me suis dit, il n'y a pas de raison, la foi, et tu sortiras de là, et tu rentreras chez toi. Et c'est surtout pourquoi après j'ai eu confiance, et que je me suis dit, il faut que je garde confiance, parce que c'est ce que j'ai dit à mes filles. Je leur ai dit, vous inquiétez pas, je vais rentrer, papa reviendra en bonne santé, et tout ira. C'est important aussi ce que tu dis là, parce que dans toute maladie, maintenant on le sait, le psychologique joue énormément. Et là, c'est un message fort que tu donnes à certains qui nous écoutent pour leur dire de garder le moral, surtout, de garder le positif, de garder les yeux rivés sur l'avenir, c'est important. Et dans ces moments-là, est-ce qu'on remet toute sa vie passée, future, présente en question ? Est-ce qu'on fait une espèce de rétrospective ou pas du tout ? Non, j'ai pas eu le temps de faire tout ça. Enfin, pas parce que j'étais très malade ou pas. J'avais beaucoup de fièvre, il y avait la fatigue, voilà. Mais en fait, je me suis vraiment focalisé sur une seule chose. C'était de rentrer chez moi et rejoindre ma famille, mon foyer. Et puis, par contre, je sais, en rentrant, je savais d'où je revenais, la chance que j'avais d'être rentré, parce que malheureusement il y a des gens qui ne sont pas encore rentrés, oui. Et d'autres qui n'ont malheureusement qui ne rentreront jamais parce qu'ils sont décédés. Mais la seule réflexion que j'ai pu me dire, c'est la vie est précieuse, et en fait on ne sait pas réellement, l'inattendu, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle comme ça,
quand il arrive, il faut pouvoir le gérer. Oui. Psychologiquement, physiquement, enfin, il y a quand même tout un tas de processus à faire. Et la leçon que j'en ai tirée de tout ça, c'est que je me suis dit, j'ai des projets, quels qu'ils soient professionnels, social, familial, voilà. Ben, il faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire tout de suite. Donc, c'est un peu ce que je me dis. Ben là, je suis sorti de l'hôpital il y a une dizaine de jours, je vais beaucoup mieux. Ben, il y a des choses que je commence à mettre en place, Oui. mon épouse et mes enfants, en me disant que ben voilà, il y a des moments où j'ai pas profité de ma famille pour le boulot, pour autre chose, et que ça a été un regret. Ben je ne veux plus regretter ce genre de choses. Il y a des moments où au niveau travail et dans mon épanouissement personnel, il y a des choses que je n'ai pas faites parce que j'ai fait autre chose. Ben, je ne veux plus, donc ce sera à moi de m'organiser dans ma vie future, Oui. pour que du coup je puisse arriver à tout ce que j'aspire. D'accord. C'est jamais très facile, c'est jamais Bien très sûr. facile, mais c'est aussi ça la vie. Mais en tout cas, c'est la leçon que j'en ai tirée là-dessus. Oui, ça t'a aidé à mettre tes priorités dans un autre ordre, peut-être à la bonne C'est place, peut-être. Et du coup, quel a été ou est le meilleur moment de ce confinement pour toi? Mercredi, je crois, 8 avril, quand le médecin est venu me voir et qu'il m'a dit, monsieur, les résultats et votre état général, vous allez rentrer chez vous. Donc, autant te dire que pour un personnel hospitalier, c'est toujours très difficile d'être un hôpital. Oui. On n'est pas les patients les plus sympas. Alors, moi, j'étais pas désagréable. C'est souvent ce qui se dit, et c'est vrai, parce que j'étais pas désagréable. Mais quand le médecin est venu faire ça, ça il était prêt, toutes mes affaires étaient prêtes, et j'attendais déjà le moment où j'allais rentrer. Et figure-toi que quand l'ambulance est venue me chercher pour rentrer, je suis monté dans l'ambulance, et tout le trajet que j'ai fait donc de l'hôpital à Vicenne, l'hôpital hospitalisé qui est à Bobigny jusqu'à Comble-en-France, il y a une vingtaine de minutes, Oui. je regardais dehors, et j'avais l'impression de découvrir des endroits que je ne connaissais pas. Alors, les endroits, c'est une partie de l'autoroute, c'est la sortie de l'autoroute pour arriver jusqu'à chez moi, dans les bois. Et j'avais l'impression, si tu veux, au moment où ils m'ont déposé chez moi, de ne pas avoir mis ma famille pendant un an en fait. Oui. Et donc du coup, quand je suis rentré, ça a été un énorme soulagement de voir mon épouse dans un premier temps, et puis d'aller ouvrir la porte de la chambre de mes filles et de les réveiller, et de voir leur surprise, parce que j'ai dit à leur mère de ne pas leur dire que j'arrivais, et de les voir de façon dont elles étaient surprises de me voir là, rentrer à la maison. Wow. Ça a été très très fort, parce que du coup, et c'est là où je reviens sur l'accès psychologique des choses, c'est que mes filles qui ont quand même été assez fortes, malgré qu'elles soient adolescentes, c'est jamais évident. Du coup, elles ont relâché une certaine dépression, donc il y a eu beaucoup de pleurs, d'empreintes avec leur mère, voilà. Et c'est vraiment le moment du confinement que, en tout cas pour moi, que je retiens. Et surtout, ce que je retiens, c'est que c'est l'après, c'est-à-dire en ce moment, le fait d'être rentré, et comme je n'étais pas encore rentré dans mon travail, d'être tous ensemble, et à nouveau de repartager, de se parler, de se dire est-ce que tout le monde va bien pendant le confinement, voilà. Et d'avoir récupéré une dynamique familiale. Ça, je pense que c'est pour moi le moment du changement. On sent toute la tendresse que tu as pour ta famille, tout l'amour que tu as pour ta femme et tes filles, ça transparaît dans tes mots, il y a de l'émotion même quand tu en parles, et merci parce que tu as mis en lumière tout un tas de choses sur la vision qu'on peut avoir de la vie, de prendre le temps de s'arrêter finalement, de ce qu'on ne fait plus, de s'arrêter sur les choses, sur les gens, sur le sens qu'on veut donner à sa vie.
et le sens qu'on veut donner à ceux qui la partagent avec nous. Et ça, c'est très, très important. J'en profite aussi pour mettre à l'honneur, encore une fois, le personnel hospitalier qui, eux aussi, risquent leur vie et leur santé. Voilà. Et d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de te poser cette question. Est-ce que toi, les applaudissements te font du bien ou ça t'indiffère ? Alors, ça va être très bizarre ce que je vais dire, mais en fait, si tu veux, c'est très bien les applaudissements parce que je pense que ça donne une dynamique, ça réchauffe. Je suis soignant depuis maintenant 20 ans et ça fait 20 ans que je vois le système de santé en France qui est très très bien. Je ne veux même pas parler du système, je parle de l'économie de la santé qui s'effondre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses, il y a plein de défaillances et il ne serait peut-être pas arrivé une vingtaine d'années dans le système de santé. Et ça, c'est des coûts budgétaires, c'est quelque chose. Donc en fait, le grand public applaudit parce qu'il voit notre travail et ça, c'est réconfortant. Mais en fait, j'ai envie de te dire que on a été formé pour ça, c'est notre boulot et c'est limite notre travail de tous les jours. Là, on est sur une épidémie pandémique, c'est à l'ordre mondial, que tout le monde voit, donc il y a la vision à travers la télé, les réseaux sociaux, tout ça. Mais c'est tous les jours que en fait, on peut s'occuper de patients difficiles, réanimatoires, qu'il y a du stress chez les soignants. Enfin, voilà. Donc, ces applaudissements, ils sont bien, de manière générale. Mais moi, par exemple, ce que j'espère, c'est que quand on sera déconfiné, qu'on pourra ressortir, c'est que d'une seule union, tout le personnel soignant, quel qu'il soit en termes de profession, soit dans la rue pour dire, mais attendez, on s'est battu avec pas forcément beaucoup d'armes, et que là, les gens se mettent à la fenêtre et applaudissent ou, limite, viennent avec nous pour dire on a besoin des soignants, on a besoin d'un système de santé fort, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, au final, qu'un petit truc qu'on ne voit pas à l'œil nu a carrément fait arrêter le monde. Je me dis que la population, le grand public, enfin, il aura fallu ça, mais enfin, voit le travail qu'on fait quotidiennement, et que ce soit à l'hôpital, dans les centres médico-sociaux, dans les EHPAD, dans les hôpitaux psychiatriques, on est toujours très très démunis, et une crise comme ça, sans munitions, forcément, ça laisse des traces. Oui. Mais j'espère que le message sera entendu, et ce dont tu parles, c'est aussi de l'ordre de la solidarité et de l'empathie. Donc j'espère que tout ça sera entendu, j'espère que les leçons seront retenues, parce que comme tu l'as dit, là, quelque part ça a été un mal pour un bien, parce que de bonnes choses émergent, mais est-ce qu'elles vont perdurer ? Parce qu'on a tendance à dire que l'homme a la mémoire courte, je n'espère pas. Nous verrons, mais en tout cas, toi tu as l'air bien ancré dans tes nouvelles dispositions quant à ta famille, ton avenir, et c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que ta femme va beaucoup mieux. Elle va mieux, elle aussi, elle s'en est sortie et ça va. Ça, c'est une super nouvelle, que vous allez profiter encore longtemps, des années jusqu'à ce que la mort vous sépare l'un de l'autre. Voilà, et de vos enfants également, bon, qui quitteront le nid un jour, hein, ce qu'on leur souhaite aussi. Oui, sur leur chemin. Hein. C'est ça. Mais en tout cas, merci encore beaucoup pour tous ces éclairages, toutes ces bonnes ondes, ces bons conseils aussi. Et je te souhaite de prendre soin de toi, de ta famille si précieuse, de ces bons moments, et de garder la mémoire. Merci beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer, de m'avoir écouté. C'était vraiment très très bien. Je t'en prie, et puis n'hésite pas, lorsque les choses seront revenues à la normale, ainsi que ton épouse, si elle le souhaite, de revenir dans un épisode au format habituel pour raconter un bonheur. Ce sera avec un plaisir, un très très grand plaisir. Ce sera avec un grand plaisir pour nous aussi.
Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur, aussi léger soit-il, n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.